Lise, elle court, elle trace, on dirait qu'elle a date, quoi. Et c'est vrai qu'elle marche hyper vite, quoi. Nous, quand on l'a suivie lors de son trajet pour aller à l'école, au début c'était avec la canne, après c'était avec le chien. Moi j'étais à la rue, quoi. Enfin, on était derrière, parce qu'on a un peu de matos, donc c'est un peu lourd, mais c'est pas trop ça qui est gênant. C'est qu'elle marche vite, elle court, quoi. On faisait des pas et je disais Lise, doucement, comme ça. Handicap et cinéma, c'est le podcast cinéma qui parle de handicap et de chiens d'assistance. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé? Bah, on voudrait pas. Je vous signale que moi, j'ai pas de moteur. Ah bah, fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Et vous, les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ce programme vous est proposé en audio description. 16% de la population vit avec un handicap, mais leur représentation à l'écran ne dépasse pas 0,6%. Les récits sont souvent stéréotypés, voire stigmatisants. Comment rendre le cinéma plus accessible et inclusif, autant dans les salles que dans sa production? Je suis Géraldine Blanchet, intervenante cinéma spécialisée en responsabilité sociétale et environnementale. Je suis animatrice accréditée de la fresque du film et avec Planète Projet, j'œuvre pour un cinéma plus engagé. En parallèle, je suis famille d'accueil pour Handi Chien, qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance. Dans ce podcast, mes invités, qu'ils soient en situation de handicap ou non, partagent une passion commune pour les chiens guides et d'assistance. Bénéficiaires, bénévoles ou professionnels, ils partagent des récits incroyables et dévoilent leurs films coup de cœur. Ensemble, nous découvrons des initiatives qui font avancer l'accessibilité et l'inclusion dans le cinéma. Bonne écoute! Dans cet épisode, on va parler de déficience visuelle, de chiens guides, d'audiodescription et de la diffusion, pas toujours évidente, des films qui abordent le handicap. Aujourd'hui, je suis avec Thierry Jourdan. Bonjour Thierry. Bonjour Géraldine. Thierry, tu es réalisateur. Tu as monté Studio One avec ta compagne Lana et vous êtes à Carpentras. On est à Carpentras avec ma femme Lana. Alors nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de Marina Burson, qui était responsable de la communication de la Fondation Frédéric Gaillan à l'Isle-sur-la-Sorgue et qui m'a parlé avec des étoiles dans les yeux de votre film La vie de Lise. Magnifique. Alors merci Marina pour cette mise en contact. Merci Marina. Aujourd'hui, on enregistre cet épisode au Ciné-Planète de Salon de Provence, qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Merci à Laurent Mossé et à Simon, le directeur technique. Le Ciné-Planète fait partie des salles qui ont projeté La vie de Lise en séance tout public et c'est là que nous nous sommes véritablement rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ben moi aussi, je veux les remercier, le Ciné-Planète, parce qu'ils ont été vraiment super sympas. Leur accueil était vraiment top. La vie de Lise, c'est un film documentaire qui est sorti en 2024. Il raconte l'histoire de Lise, une jeune fille malvoyante suite à une tumeur qui atteint son nerf optique. Et malgré un parcours combatif, Lise est une jeune fille incroyablement joyeuse et optimiste et devient, à 13 ans seulement, l'une des plus jeunes maîtresses de chiens guides grâce à la Fondation Frédéric Gaillan qui lui remet gratuitement la belle Réglisse. C'est effectivement la seule école en Europe qui remet des chiens guides à des adolescents déficients visuels de 12 à 18 ans, là où les autres écoles demandent que leurs bénéficiaires soient majeurs. Tu la vois pas, la balle? Si? Pas tout de suite. Et de là, tout a commencé. Elle a tellement de problématiques, tellement d'ombre en elle, plutôt physiquement, qu'elle ressort tout dans son caractère, dans sa manière d'être, en lumière. C'est une gamine qui m'a accrochée. Combien de gens nous disent, mais ça se voit pas qu'elle est malvoyante? C'est gagné! Oh. C'est la chance du débutant. Les gens nous demandent comment vous faites tous les jours. Elle a peur de buter dans les gens, en fait, avec sa canne. Et quand elle touche quelqu'un, elle dit pardon, mais elle me dit, mais c'est pas à moi à dire pardon, c'est aux gens à dire pardon. C'est bien, même quand t'as mal, tu souris. Ouais. J'aimerais bien ces faire scientifiques pour que je crée un médicament pour Lisette. Allez, en avant! Le chien, lui, est une source qui va me guider, qui va aussi me donner beaucoup d'amour. Mais il aura le droit d'aller au ciné? Avec toi, genre?
Bah, c'est obligatoire, sinon on appelle la police. Bah ouais. Ouais, dis donc. Bah ouais. C'est ça la vie. Voilà, on avance, on y va. Et c'est parti. On a ri, on a pleuré, mais c'est surtout porteur d'espoir, voilà. Donc pour moi, c'était les montagnes russes, mais c'est voilà, très très beau, dans tous les sens du terme. Ça m'a touchée, puisque ça parle du handicap avec beaucoup de joie derrière et toujours de la lumière. Je pense qu'il devrait être diffusé à tous les scolaires, à tous les collèges et à tous les lycées. On n'était absolument pas préparé à voir ce thème et je suis très touché, très ému. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré en regardant un film et là j'ai pleuré quasiment du début jusqu'à la fin. Techniquement, il y a une captation d'image et il y a un montage qui est remarquable. Lise est vraiment une leçon de vie pour tous. On passe nos vies à se plaindre de tout et de rien et quand on voit des cas comme ça, on se dit mais en fait on a tout, nous, et c'est incroyable. En tout cas, merci, ça fait du bien de voir ce genre de documentaire. Elle va aller très loin, la Terre lui appartient. C'est saisissant. Ce n'est pas une fiction, et ça c'est très fort. Je l'ai ressenti comme ça, comme une mélodie. Merci, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais, Thierry, pour te présenter, nous donner 3 mots qui te définissent particulièrement? À quoi tu penses sans trop réfléchir, comme ça, spontanément? Pugnace. Allez, je vais dire dyslexique. Et ouais, un peu rêveur, quoi, on va dire. Allez. Rêveur et poète, du coup. Ouais, un peu de ça. Ouais. Pugnace, dyslexique et rêveur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors pugnace, dans ce métier en fait de réalisateur, faut vraiment bosser quoi. On peut avoir un peu de talent à la base, mais c'est largement insuffisant. Il faut vraiment travailler sur toutes les réalisations de films. C'est vraiment un investissement complet. Ok, et rêveur? Rêveur, c'est un métier de langage. Tu veux, je dirais, influencer de manière positive les gens auxquels tu t'adresses. C'est-à-dire que pour faire passer un langage et qu'il soit un langage pertinent et cohérent, on a besoin de subjectivité, parce que je pense que c'est un des meilleurs moyens de transmettre de l'émotion, et ça va permettre au spectateur en fait de se faire sa propre idée, d'avoir son propre ressenti. Tu parlais aussi de dyslexie. Quel est le lien, toi, que tu entretiens avec le handicap? Est-ce que c'est la dyslexie qui t'a sensibilisé? Est-ce que c'est par ce biais-là que tu es arrivé à parler du handicap dans tes films? Quelle est ton expérience, toi, du handicap? Je pense que c'est lié à autre chose. Dans une première vie, je travaillais dans l'entreprise familiale où nous construisions des manèges pour enfants. Et un des décorateurs qui peignait les frontons, qui peignait l'intérieur du manège, était devenu un ami de mes parents. Et Pierre avait, et a toujours, un enfant qui s'appelle Julien, Juju, qui était autiste. Et Julien est venu plusieurs fois travailler avec nous parce que Pierre nous disait « Oh, ça serait bien qu'il vienne un peu, ça lui permettrait de voir un peu comment ça se passe ». Ça a été mon premier contact, on va dire, avec le handicap. Alors Julien, c'était un autiste un peu particulier parce qu'il était classé quand même dans la catégorie des autistes qu'on appelle surdoués. Et Julien m'a fait halluciner quoi, parce qu'il était vraiment hors norme, quoi. Et je pense que ce qui m'intéresse à la fois chez les gens qu'on peut considérer comme handicapés, mais aussi dans ce que nous sommes, nous les humains, c'est les gens qui sont différents. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que d'être confronté à des situations ou à des personnes qui sont différentes que nous? C'est ça qui va permettre d'ouvrir nos esprits, d'être un peu plus compréhensifs et puis d'évoluer. Il y a des gens qui sont souvent très mal à l'aise avec les différences. Et moi, c'est tout le contraire en fait. Toi, tu les recherches, en fait. Ouais, ça me plaît, moi. Pour moi, c'est presque un cadeau, quoi. C'est parce que, justement, on va rigoler, il va y avoir des quiproquos, des machins comme ça. C'est sujet, en fait, à une bonne entente systématique. Mais ça peut être avec n'importe qui, que ça m'attire la différence. Et je me sens très à l'aise, quoi, avec ça. Laisse-la passer, vas-y, c'est bon. Là, tu bloques. On va bloquer. Vous ne passerez pas. Oui. Check. Je l'ai pas vu. Bah pas de check pour ta soeur. Bah non, bah si j'ai fait check, elle m'a pas check. Bah c'est normal, elle a pas vu.
Qu'est-ce qui t'a amené à faire un documentaire particulièrement sur le handicap visuel ? C'était une idée qui nous trottait dans la tête avec Lana, qui a travaillé en tant que journaliste à la télévision ukrainienne pendant plusieurs années. Et on s'est dit, au bout de quelques années de travail en commun, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme production ? Et là, on voulait se lancer déjà dans un format un peu plus long, parce qu'on avait constaté que la plupart des films qu'on réalisait, que ce soit des productions, que ce soit des commandes pour des films publicitaires ou institutionnels, c'était des films qui étaient relativement courts, qui étaient diffusés en grande partie sur Internet, et que cette forme d'utilisation du langage était ce qu'on appelle en fait la science de la captation, c'est-à-dire que pour maintenir l'attention des personnes, il faut leur balancer des informations toutes les secondes et demie, sinon ils zappent, ils vont ailleurs, ils scrollent, ils passent à autre chose. Ça, c'est quelque chose qui me dérange profondément. On a beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à dégager de la profondeur. On ne laisse pas le choix au spectateur d'avoir sa propre opinion. On l'influence vraiment de manière que je trouve absurde et même abrutissante, quoi. Donc on s'est dit, si on fait quelque chose de plus long, on va faire quelque chose sur un sujet qui nous touche. Le handicap visuel, c'était un handicap qui nous touchait particulièrement, puisqu'on parle, nous, d'audiovisuel. Donc en fait, faire un film sur des personnes qui voient très peu ou qui ne voient pas du tout, c'était intéressant. Et quand on a rencontré la fondation Frédéric Guélan, on leur a présenté le projet. Voilà, on va faire un film documentaire. Donc on a échangé. Et Chantal Roubaud, sa directrice, nous a tout de suite guidés vers Lise. Mais la problématique de Lise, c'est qu'elle vivait à Lille, mais c'était à Lille dans le Nord. Et nous, on avait, si tu veux, une liste de critères quand même. Et la première, c'était la distance, quoi. Parce que faire un film documentaire avec une personne qui a 800 km, c'est pas comme une fiction. Une fiction, en fait, tu as tout le monde qui a un planning, que tu respectes, etc. Et là, un docu, tu filmes la vie. Oui, donc ça veut dire être sur place. Être dispo, réactif et pugnace. Donc on revient au tout du début, tu vois. Mais Lille, c'était un problème. Et je me souviendrai toujours que Chantal nous dit à la réunion, une fois qu'elle nous présente la liste en fait, des jeunes enfants malvoyants, elle avait mis Lise en haut de la liste. Donc nous, on commençait à cocher les croix et Lise, elle était sortie des critères, quoi, parce que Lille dans le Nord, je dis, c'est pas possible, quoi. Tu voulais faire quelque chose de local. C'est vrai qu'il y a une grosse sensibilité en ce moment dans le cinéma sur la réalisation éco-responsable. Ouais. Et donc, effectivement, les questions de trajet, de transport te posent des questions. Non, il n'y avait pas que ça, en fait. C'était un peu éco-responsable envers nous-mêmes aussi, quoi, parce que quand tu te tapes 12 heures de voiture pour te taper après des journées qui sont hyper tendax, parce que Lise, il faut la suivre, quand même, et que tu es fracassé, quoi. Je veux dire, tu es moins opérationnel que quand tu es à côté et que tu es en pleine forme et que tu fais qu'une heure de route de temps en temps. Donc Chantal avait mis Lise en tête de liste, et au bout du 3e ou 4e choix, elle me dit, non, écoute, non, arrête tout de suite, il faut que tu prennes Lise, elle est là demain, venez demain, et tu iras. Et le lendemain, on y retourne, et donc on a vu Lise, et puis voilà, ça s'est dit, bon, ben, c'est clair et net, quoi. Il y a eu une évidence là, du coup. Ouais, bien sûr, ouais. L'enfant, donc, comme Lise vient la première fois en stage de découverte. Donc là, c'est vraiment pour découvrir la fondation, découvrir le chien guide, le déplacement, comment on va se déplacer avec ce chien, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça plaît à l'enfant, est-ce qu'il va être à l'aise avec ce chien qu'il va falloir gérer, bien sûr. Et à la fin de cette première prise en charge, ce premier stage découverte, on fait un bilan avec l'enfant pour savoir ce qu'il a ressenti, si le chien, ça lui plairait d'en avoir un, voilà. J'étais très contente de faire ma pré-classe. Qu'est-ce que ça a donné, cette relation avec Lise pendant le tournage ? Est-ce qu'elle vous a surprise ? Comment ça a évolué ? Elle marche très vite. Il faut la suivre. Ouais, non, c'est un truc de malade, quoi. D'ailleurs, dans le film, il y a une de ses sœurs qui le dit, elle dit, ouais, mais Lise, elle court, elle trace, on dirait qu'elle a date, quoi. Et c'est vrai qu'elle marche hyper vite, quoi. Nous, quand on l'a suivie lors de son trajet pour aller à l'école, au début, c'était avec la canne, après, c'était avec le chien. Moi, j'étais à la rue, quoi. Enfin, on était derrière, parce qu'on a un peu de matos, donc c'est un peu lourd, mais c'est pas trop ça qui est gênant. C'est qu'elle marche vite, elle court, quoi. On faisait des pas et je disais, Lise, doucement, comme ça. Ouais, c'était la première chose. Après, Lise a une sensibilité artistique. Donc, si tu veux, ça lui plaisait vraiment, parce qu'il y a 2-3 passages dans le film, enfin, il y en a 3 même, où on lui a écrit un texte, en fait, où elle fait la voix off du film. Donc, il a fallu qu'elle apprenne un petit peu à placer sa voix, avoir des intonations, respecter la ponctuation, etc. Donc ça lui a plu.
Après, nous, on était fatigués, mais à la fin de la journée, on était aussi fatigués, quoi. Et puis, on l'avait bien prévenu au départ. On dit, tu sais, voilà, c'est un engagement long, hein. 2 ans et demi de tournage. Et puis, nous, des fois, techniquement, il y a des soucis, on est obligé de refaire, ou il y a des choses qu'on a faites, mais on se rend compte que quand on a déroché, finalement, c'est pas bon, il faut le refaire. Donc, il y a plein de scènes qu'on va être peut-être obligé de refaire, etc. Donc des fois, elle était un petit peu fatiguée, mais c'est quelqu'un de tellement volontaire, qui a tellement d'énergie que vraiment, elle s'est mise dans les meilleures dispositions pour y arriver. Qu'est-ce que c'est selon toi le grand message de ce film sur le handicap visuel ? La vie, c'est la vie. C'est dans le titre. Et c'est ça la vie. Oui, j'aime bien, oui. J'aime bien l'odeur des violettes. Celle des framboises aussi. Et ce que je préfère, les framboises, c'est de les manger. J'écoute de la musique et j'en joue aussi. D'ailleurs, je devrais en jouer plus souvent. J'aime faire du sport, sauter, courir, danser, nager, jouer avec mes amis. Comme ça, après la nuit, je tombe dans les bras de mon frère en moins de 5 secondes. J'aime mes animaux, mon lapin, ma chienne et le chat. Ils sont gentils, remplis de tendresse et surtout d'amour. Tout comme maman, papa, Éline et Julie, mes 2 grandes sœurs. Même si parfois je suis un peu triste, le bonheur c'est rire et ressentir la lumière, ressentir la chaleur du soleil. C'est ça la vie. Alors, allez, on avance! Est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu as eu écho de la Fondation Frédéric Gailhan ? Au tout début, en fait, de la création de Studio One, je travaillais pour une banque qui avait des missions d'intérêt général et qui devait reverser une part de ses bénéfices auprès d'associations qui œuvrer pour satisfaire les besoins fondamentaux, c'est-à-dire se nourrir, se loger, apprendre, etc. Quand on a commencé à faire des films pour cette banque-là, il y a eu un projet de financement, alors je ne sais plus si c'était un ordinateur ou un truc comme ça, que la Caisse d'épargne voulait offrir à cette fondation. Donc, je les ai connus à ce moment-là, et forcément, après en les connaissant, moi je les avais listés dans ma tête, et je me suis dit, bon ben voilà, on va les contacter. Je sais que ma mère aussi a été présidente d'un Kiwanis, il leur avait offert, je crois, un ordi ou un truc comme ça. Je rappelle que les chiens guides et chiens d'assistance sont financés pratiquement que par des dons, des legs, voilà, quelques goodies qui sont vendus et qu'il n'y a, à ma connaissance, que pas plus de 2% de financement public. Je ne sais pas, ça reste à préciser, mais je sais que l'autre jour, quand on diffusait le film à Paris, sa présidente Fanny, qui est donc la fille de Frédéric, qui est le fondateur, lors du débat, parce qu'après le film, il y a toujours un débat avec nous deux, les réalisateurs, et des membres de la fondation, des jeunes bénéficiaires. Et Fanny a dit que en fait, c'était zéro. Hein. Il n'y a aucun financement public. Pourtant, l'éducation du chien, elle revient en moyenne à 25 000 € pour chaque chien. Et ils sont remis gratuitement aux bénéficiaires. Et aujourd'hui, il y a environ 1% des personnes déficientes visuelles qui bénéficient d'un chien guide. Or, les financements de l'État sont minimes, voire complètement inexistants. Je crois que le 2%, c'est un maximum. Quoi. C'est peut-être un maximum. D'après ce que j'ai vu, et que ce soit pour les chiens guides ou pour les chiens d'assistance. Sinon, c'est que du mécénat. Sur du mécénat, du don privé, du leg. Je me souviens, tu vois, ça me fait penser aussi, parce que c'est pas le premier film qu'on fait sur le handicap. Donc, on avait fait un film sur le SAVA, c'est le service d'aide à la vie autonome, qui est une asso qui était basée sur Avignon. Et on avait rencontré un jeune trisomique. Et à la fin du film, il nous dit « La vie, elle est belle, et moi, j'ai encore envie de la vivre. » Ah, c'est magnifique. Voilà. Et quel était, toi, ton propre rapport, toi, au chien ? Quand j'étais tout petit, j'avais un chien qui s'appelait Obélix, un épagneul breton. Et comme je suis enfant unique, ça a été pendant quelques années un peu mon frère, on va dire. Après, j'ai plus de chien. Et après avoir justement fait La vie de Lise, où on a été en contact avec
plein de chiens, on a décidé avec Lana de nous offrir une jolie petite chienne qui s'appelle Violetta. Donc Violetta, si tu nous écoutes, on t'embrasse bien fort, qui est une bergère australienne qui a 8 mois. Et c'est vrai que elle est extraordinaire, quoi, parce qu'elle est pleine de vie, très sensible comme chien, très à l'écoute, elle comprend énormément de mots, elle est très câline. Et est-ce que c'est facile de tourner un film avec des chiens ? Écoute, cette race-là de chiens, en l'occurrence des Saint-Pierre, parce que la Fondation Frédéric Gaillan a une race qui est un croisement entre les Bouvier bernois et les Labrador, qui donne une race spécifique qui est les Saint-Pierre. Alors cette race a une particularité, c'est qu'ils sont très calmes, quoi. Si par exemple il faut faire un film avec Violetta, notre chienne à nous, qui est berger australien, ça court. Donc avec Lise, ce serait notre paire de manches. Avec Lise, ça va se matcher, mais là on n'est plus dans la course, quoi. Il faut y acheter un skateboard à Lise, parce que sinon elle ne suivra pas. C'était relativement simple le tournage avec Réglisse, en l'occurrence sa chienne à Lise. Non, ça va, elle est tranquille, quoi. Voilà. J'ai eu l'occasion de les voir à la Fondation, les chiens de Frédéric Gaillan, et c'est vrai qu'on a des chiens qui sont particulièrement paisibles, qui sont très gros, des gros nounours. Ouais, c'est des gros machins. Là dans lesquels on a envie de mettre les mains parce qu'ils sont poilus. Ouais, ça fait. Hein. Ils sont dressés déjà. Ils sont bien dressés. Oui, ils sont éduqués. On parle d'éducation. Oui, voilà, éduquer, c'est le terme. Ouais. Cette éducation, elle dure 2 ans. Ouais. Alors, le chiot naît dans l'élevage de la Fondation. Il est remis à la famille d'accueil à ses 2 mois. Et la famille s'engage à se rendre avec lui à des cours régulièrement pour lui donner les bases, donc la propreté, la réponse à son prénom, les premiers ordres d'obéissance, assis, couché, viens. Elle va aussi devoir le familiariser avec les futurs environnements auxquels il sera confronté quand il sera avec son maître, donc dans les lieux publics, les centres commerciaux, les transports en commun, les cinémas par exemple. À 1 an, donc après une batterie de tests, il va intégrer la Fondation où des éducateurs canins professionnels, cette fois, vont d'une part déterminer sa future mission, est-ce qu'il sera reproducteur ou bien effectivement chien guide, et dans le second cas, ils vont lui apprendre donc les commandes spécifiques comme contourner un obstacle, signaler les bords des trottoirs, chercher un fauteuil, trouver une porte, voilà, tout ce qui permettra au chien d'accomplir sa future mission. Et ce qui distingue l'éducation du dressage, c'est qu'on encourage le chien à réfléchir par lui-même, en fait, pour trouver les solutions. D'ailleurs, nous, il faudrait mettre un peu Violetta à l'éducation aussi. Non, mais après, ils sont tellement, encore une fois, pleins de vie, quoi. Ils sont magiques, ces chiens. Et puis, leur travail, parce que c'est un travail. Je vois, par exemple, quand le chien travaille... On n'a pas le droit de les toucher, de les caresser, de leur parler, de leur donner des croquettes. Ils bossent. Effectivement, c'est souvent indiqué sur leur cape. Ils ont une cape quand ils sont à l'extérieur. Et on demande effectivement aux gens de ne pas les interpeller, de ne pas interagir avec eux, de façon à ce qu'ils soient vraiment focus sur leur mission. Même dans les classes, il y a un panneau comme quoi, voilà, le chien guide, si ça le reste, quoi. Et tu parlais de travail, et c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise, nous, humains, mais avec le chien aussi, on est vraiment dans une notion de jeu et de plaisir. Et clairement, pour rassurer les auditeurs qui pourraient être inquiétés par la notion de travail avec le chien, quand le chien n'a pas envie, on le sait très vite. En fait, un chien qui ne veut pas jouer ce rôle-là et être dans cette mission-là, il le fait comprendre très clairement, et ça fonctionne parce que c'est un plaisir et parce que c'est un jeu. Il est vraiment partie prenante dans la mission. Oui, tout à fait. Et puis, autre chose aussi à souligner, c'est que quand ils passent en fait les étapes de validation, parce qu'en fait, ils sont choisis, ils sont sélectionnés jeunes. Il y en a quelques-uns qui sont pas autorisés à devenir chien guide parce qu'ils n'ont pas le bon comportement. Mais ceux qui arrivent à passer, et c'est la grande majorité quand même qui passent, ceux qui passent en fait, c'est parce que je pense que ça leur plaît en fait de bosser. Ça leur plaît, ils attendent ça. Ils aiment être sollicités. Pour ces chiens-là, en fait, on part aussi d'aptitudes naturelles chez le chien, en fait, et qu'on va renforcer, du coup. Et c'est vrai, comme tu le disais, les chiens sont beaucoup plus réformés pour des questions de santé, des fois, notamment de dysplasie au coude, aux hanches, ou d'allergie, ou d'autres problèmes, des fois aux yeux aussi. On ne va pas remettre un chien qui est lui-même déficient visuel. Les réformes pour des questions de comportement, en fait, existent aussi. On peut avoir des chiens qui sont peureux, par exemple. Donc là, effectivement, on va écarter un chien qui pourrait être peureux et qui va réagir trop à un bus, etc. Mais c'est plutôt des questions de santé.
J'aimerais que tu nous parles un peu de ta propre expérience de spectateur de cinéma. Est-ce que tu vas au cinéma? À quelle fréquence? Dans quel cinéma tu vas? Est-ce que tu as ton cinéma préféré ou est-ce que tu papillonnes d'un cinéma à l'autre? Et quel film tu vas voir? Oui, on va relativement régulièrement au cinéma, à peu près une fois par mois. Plutôt, je privilégie la proximité, donc c'est plutôt à côté de chez nous, Rivoli à Carpentras, qui ont diffusé La vie de Lise, ou l'Utopia à Avignon, qui ne l'ont pas diffusé. Pas encore. Pas encore. Ça m'arrive d'aller dans des grands complexes, mais je préfère quand même les petits cinémas. J'ai quelques films de chevet. Il y en a 3 ou 4 que je trouve vraiment extraordinaires. Jean de Florette, Le Parfum, Au nom de la rose. J'ai adoré Birdie aussi, film d'Alan Parker. Et Le 8e jour, qui est un film sur le handicap. D'ailleurs, tu vois, j'y avais pas forcément pensé depuis, mais ce film-là, en fait, c'est peut-être aussi une des causes qui m'a influencé, puisque Lana l'a vu aussi, et qui nous a plu à tous les deux. Moi, j'ai dû le voir 3-4 fois, et je trouvais, en fait, si tu veux, dans ce film-là, qu'il y avait une forme de pureté, en fait, et le pitch du film, qui est ce couple-là qui est amoureux et qui est plus ou moins interdit en fait d'émanciper cet amour-là. J'ai trouvé ça fascinant, quoi. Puis ils y arrivent à la fin, puis vraiment il est très touchant ce film. Je trouve qu'en fait, pour en revenir à l'handicap, c'est des personnes qui sont, moi qui me touchent particulièrement parce que je les trouve au fond d'elles d'une pureté et d'une beauté extraordinaire, quoi. On fera un épisode de Handicap et Cinéma sur le 8e jour, c'est prévu. Eh ben c'est parfait. La vie de Lise, c'est un film qui est disponible en audio description. C'est un choix, c'est une évidence. C'est Fred, en fait. Quand Fred a vu le film après la première diffusion qui a eu lieu en 2024, il m'a dit il faut que tu le fasses en audio description. Et puis j'ai dit ouais, pourquoi pas. Donc en fait, c'est relativement simple à faire. On a fait l'audio description, on l'a enregistré chez nous dans notre studio et on l'a monté. Alors si tu veux, les cinémas sont tous plus ou moins équipés et quand ils sont équipés, c'est pas forcément le même système. Donc un des cinémas qui a diffusé La vie de Lise à Château-Renaud, qui s'appelle le cinéma Le Balzac, sa directrice, Gisèle Charmaison, nous a conseillé d'adopter l'application qui s'appelle Greta, une application qui se met sur un smartphone et qui met en fait en ligne l'audio-description, mais aussi les sous-titres, c'est-à-dire que les personnes qui sont malentendantes peuvent lire le film sur leur téléphone quand il est diffusé sur un écran. Donc en fait, tout le monde s'y retrouve. On voit les spectateurs qui sont dans la salle ne sont pas gênés par l'audio-description. Après, il peut y avoir des séances inclusives aussi pour qu'on voit exactement comment ça se passe quand on est dans la peau d'une personne malvoyante ou malentendante. Mais je trouve que cette application, c'est bien parce que ça permet justement de simplifier et puis de normaliser un petit peu tout ça, quoi. Donc là, avec Greta, les gens viennent avec leur propre téléphone, leur propre smartphone. Ils se branchent sur la Wi-Fi de la salle et donc ils ont accès et le film, le fichier audio description se synchronise avec le son du film en direct. Exactement. Ouais. Voilà. Et attends, un petit détail, c'est complètement gratuit ou très peu coûteux pour les cinémas. C'est de l'ordre, je crois que c'est peut-être 2 € par mois, un truc comme ça, je ne vais pas dire de bêtises. Alors que le système, en fait, qui est un système normalement, c'est un peu technique ce que je veux dire, mais c'est le DCP, c'est-à-dire le projecteur, en fait, qui va envoyer le signal dans des casques qui sont dans la salle. Il y a pas mal d'entretien, machin, etc. C'est assez coûteux. Donc les petits cinémas qui sont nos cinémas à nous, n'investissent pas en fait dans ce genre de matériel parce que il faut de l'entretien, etc. Donc pour eux c'est coûteux et ils préfèrent largement ce système d'application Greta. Et toi, tu avais déjà testé de découvrir un film en audio description avant La vie de Lise ? Je l'ai jamais fait. Alors moi, je l'avais fait avec Julien Mastroianni, qui fait partie de l'association Valentin Huy, et qui est le référent non-voyant de la commission d'accessibilité qui a été consulté à l'ouverture du Cinéplanète. Et donc je lui ai dit, Julien, voilà, moi je ne sais pas ce que c'est que l'audio-description, j'ai jamais testé. Et donc on est venu ici au Cinéplanète. À l'époque, il y avait l'application Toivox sur le téléphone en fait, qui permettait d'avoir les fichiers. Effectivement, maintenant, le Cinéplanète va passer à Greta, que tu as évoqué tout à l'heure. Et donc, on a découvert un film ensemble. On était allé voir We Have a Dream et on l'a découvert, je l'ai découvert
en audio description. Et c'est vrai que je recommande aux éditeurs de tenter l'expérience parce que c'est une expérience riche, quoi, de s'imaginer le film. Mais d'ailleurs, tu vois, j'aimerais revenir sur quelque chose parce que nous, quand on s'est rendu compte, quand on a fait l'audio description, dans un film, on envoie quand même pas mal d'informations audio. C'est difficile de trouver, si tu veux. Enfin, c'est facile à faire, mais ce qui est difficile, c'est de trouver l'espace où on a du silence pour pouvoir décrire les scènes que la personne malvoyante, malheureusement, ne veut pas voir. Donc, on est obligé de parler très très vite. Et je me disais, pendant que tu parlais de Greta, je me disais, mais ça aurait presque le coup, en fait, de monter des films spécifiquement en audio description. Parce que nous, on se sert du film de la matrice originale, qui est le film, il n'y en a qu'un, en fait. Hein. Mais ça serait bien, dès le départ, d'imaginer que le film puisse être optimisé pour l'audio description. Alors oui, c'est clair qu'en réfléchissant en amont l'audio-description, on peut prévoir la place pour faire des descriptions de qualité. Alors aujourd'hui, l'audio-description est en pleine évolution. Là, moi, je me retrouve embarquée dans une belle aventure. J'ai été sélectionnée parmi les 315 jurés de la 8e édition des Marius de l'audiodescription. Donc c'est un prix qui est décerné essentiellement par le public déficient visuel, mais aussi par quelques voyants. Il a pour but de récompenser la meilleure audiodescription d'un des 5 films qui ont été nommés par l'Académie des arts et techniques du cinéma dans la catégorie César du meilleur film. Et il a pour vocation de faire connaître et de sensibiliser le grand public ainsi que les professionnels du cinéma à la nécessité d'une audiodescription de qualité. Il est organisé par le Panel Audiodescription, qui est un groupe de travail de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, qui rassemble les principales associations au service des personnes déficientes visuelles. Et donc ils nous ont communiqué toute une grille de critères sur la voix, l'intonation, la fluidité, la clarté des informations et leur quantité, leur pertinence, la richesse des descriptions et la qualité du son, du mixage. Enfin, tout est passé au crible pour établir un vote. Alors, c'est une expérience complètement dingue dont on reparlera dans un prochain épisode de Handicap et Cinéma. Tu vois, je pense que même, en fait, on peut, si on se débrouille bien en termes d'écriture, on peut même valoriser le film en l'écoutant. Complètement, oui. Tu vois ? C'est possible, mais il faut y penser d'abord. L'optimisme revient maintenant, mais ça a été un combat très dur. Et Julien est très ému. Lise de profil, les cheveux dans le vent. Raphaël, ami de la famille. C'est une leçon de vie à elle toute seule. Le courage, la pugnacité, cette volonté qu'elle allait de l'avant. C'est une vraie leçon de vie pour beaucoup d'adultes qui sont intimement convaincus d'avoir vécu des tas de galères et qui, elle toute seule, cette petite môme là, qui te donne la patate, qui te donne le sourire avec son petit caractère, ce petit côté râleur. Et au contraire, c'est ça qui fait qu'elle est forte. Lise allongée sur le dos chez son kiné. Allez, c'est parti pour la torture. C'est bien, même quand t'as mal, tu souris. Ouais. Je sais pas pourquoi, quand je rigole, je souris. C'est bien, hein? Ah, c'est pratique. Ça va? Ça se détend, je le sens. Donovan, aide scolaire de Elle a Lise. une force en elle incroyable, elle va se dépasser en sport, en cours, elle essaye toujours de donner le meilleur d'elle-même, donc ça c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me surprend au quotidien parce que par sa façon d'être, par sa volonté d'être quelqu'un le plus normal possible et de se donner à fond, elle réussit aussi à nous transcender, à nous donner de la force. Donc souvent, les gens disent que c'est un petit rayon de soleil, c'est ça en fait, elle nous donne de la lumière et ça nous motive au quotidien à nous battre parce qu'elle se bat constamment et elle baisse jamais les bras.
En tout cas, on espère que l'audiodescription va se développer, puisque alors moi j'ai l'occasion de participer à des apéros organisés par l'Association nationale des maîtres de chiens guides, et donc qui rassemble alors beaucoup des maîtres de chiens guides, mais c'est aussi ouvert aux familles d'accueil, et notamment aux familles d'accueil de l'association Andy Chien. Donc c'est à ce titre-là que j'y participe, et il y a quelques jours, Jean-Alexandre me disait, moi quand je vais au cinéma, je dois attendre 48 heures que le projectionniste ait vérifié qu'il ait bien le bon fichier de l'audiodescription sur le DCP dont tu parlais tout à l'heure, là, qui est le support numérique du film. Ce qui veut dire que quand des copains lui proposent d'aller voir un film, si le fichier n'est pas disponible, il lui faut attendre 48 heures, le temps que le projectionniste se retourne vers le distributeur du film et récupère ce fichier. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire en ce sens. Une fois que le film est bouclé, comment ça s'organise la diffusion d'un film comme La vie de Lise ? En ce moment, on est en train de faire la distribution de La vie de Lise dans pas mal de cinémas à travers la France. En gros, il y en a une quarantaine. Donc en fait, si tu veux, aujourd'hui, je me suis levé, c'était 3h18. Ah oui, ok. Déjà, avant les premières diffusions en cinéma, on a présenté le film dans plusieurs festivals à travers le monde. Et à ce jour, c'est-à-dire pratiquement 8 mois après sa sortie, il a remporté 8 prix comme meilleur film documentaire. Donc il y a eu Cannes, il y a eu Paris, il y en a eu un en Angleterre, 2 aux États-Unis, Los Angeles, Hollywood. Bravo. On a été sélectionnés, merci. On a été sélectionnés dans une vingtaine. Alors un peu partout. Ah non, on a gagné 2 en Inde aussi. Ça, c'est quand même un truc. Voilà, le film a gagné 2 prix en 2 festivals en Inde. Et il y a une vingtaine de festivals dans lesquels il a été sélectionné et il est encore en compétition. Pour la distribution, on s'en occupe nous et je suis très fatigué. Est-ce que tu recherches un distributeur pour ce film ? Ouais, ça serait bien. Ouais. Ça serait vraiment bien parce que c'est vraiment un boulot. On se rend pas compte en fait. Mais nous les premiers, hein. Moi je me suis dit ouais, la distribution, t'envoies un peu des emails, machin. Ah non, c'est un truc de fou quoi, c'est un truc de malade. Un vrai métier. Ah, oui, alors oui, non, avis aux distributeurs qui nous écoutent. Ouais, non, c'est waouh. Donc le film a été diffusé jusqu'à présent dans une dizaine de salles à travers la France. Donc ici au Cinéplanète, au Rivoli, à Cavaillon, à Paris, en Bretagne. Et là, c'est reparti, puisque bon, c'est un peu calmé pendant les fêtes de Noël. Et depuis lundi dernier, il y a une bonne trentaine de cinémas qui sont intéressés. Il y en a 10 qui ont déjà acté en fait la diffusion où on a les dates. Et il y en a une vingtaine qu'il faut qu'on relance la semaine prochaine. Donc, on n'est pas prêt de dormir 10 heures par nuit. Et puis pour les associations qui ont envie d'organiser une projection, c'est aussi une possibilité de contacter les directeurs de direction de salles de cinéma. C'est ça qui est bien en fait, parce qu'il y a plusieurs assos qui m'ont demandé de louer le film. Et je leur ai dit, mais non, le mieux c'est de faire marcher en fait le visa du CNC, ça sert à ça. Oui, les associations peuvent proposer à leurs adhérents une projection de qualité dans des bonnes conditions, c'est-à-dire en salle et sur grand écran. Et elles peuvent de cette façon soutenir les petits cinémas et les films à petit budget. Et elles peuvent aussi profiter de la communauté de spectateurs du cinéma, ce qui leur permet, et réciproquement d'ailleurs aussi pour le cinéma, d'élargir leur public en les mettant en commun. La vie de Lise peut aussi bien sûr être proposée en séance scolaire par des enseignants. Ah oui, alors là on est dessus. Il y a quelques années on a travaillé avec Erasmus. Donc, on a quelques tickets d'entrée en fait à l'Académie Aix-Marseille. Le film va être diffusé au Pâté Joliette à Marseille. Donc, on espère bien pouvoir inviter monsieur le recteur de l'Académie qu'on a interviewé il y a quelques années pour qu'il impose en séance scolaire. Non, parce qu'en fait, si tu veux, à la fin de chaque diffusion, on a pris le soin d'interviewer les gens pour avoir leur ressenti, pour avoir un support de communication. Et tout naturellement, beaucoup nous ont dit « mais il faut diffuser ce film à l'école, au lycée et au collège, c'est obligatoire. » quoi. Ça nous a donné plus qu'une idée. Quoi. Donc en fait, on va faire ça. Il y a beaucoup de cinémas qui veulent le diffuser aux lycéens et au collège. Donc voilà, il faut que notre rôle de distributeur va être multiplié par 2. Donc voilà, vivement le clonage, qu'on ait 2 Lana et 2 Thierry à la maison. Est-ce que tu sais si Lise, elle, va au cinéma ? Lise va au cinéma. Et Lise veut embrasser la carrière d'actrice et de chanteuse. Donc en fait, elle a vraiment une sensibilité artistique. Et Lise est très intéressée par la culture japonaise.
Donc son grand rêve, c'est d'aller passer des vacances au Japon, voire d'aller vivre au Japon. Et comme La vie de Lise a été sélectionnée dans un festival à Tokyo... Waouh, les étoiles s'alignent pour Lise, là. Et après La vie de Lise, du coup, quels sont vos prochains projets ? Alors, on a commencé au mois de novembre un documentaire auprès d'une association qui s'appelle l'Arche, le Moulin de l'Euro, qui est un ESAT avec plusieurs handicapés. Et la thématique de ce film-là, c'est l'handicap et l'amour. Parce qu'en fait, c'est que des couples qu'on a choisis. Et ils sont trop marrants, ils sont pleins d'énergie. Je pense qu'on est parti sur quelque chose de bien. La première scène a été tournée parce que c'était un mariage. Donc Catherine et Jean-Pierre, qui ont une bonne cinquantaine d'années, même 55-60, qui ont décidé de se marier. Et là, on va bientôt tourner la suite du mariage parce qu'ils vont, maintenant qu'ils sont mariés, vivre ensemble. Ok, c'est un film qui sera disponible quand ? Ouf. Alors là... Je sais pas. On a commencé le tournage et je sais pas quand c'est qu'on va le terminer. Parce qu'en fait, si tu veux, nous, quand j'ai dit pugnace, tu vois, je te refais un feedback avec le début, c'est que moi, j'attends qu'il y en a, en fait, qui sont en couple et qui veulent avoir un enfant. Mais moi, ce que je veux, c'est filmer l'accouchement. Ok, donc là, on est sur vraiment du long terme. Ah oui, ça peut durer 6 ans. Donc, dans la 5e saison ou même dans une autre dimension. De handicap et cinéma, j'espère qu'on te réaccueillera de nouveau pour parler de ce film. Ok, tu as un titre ? Ouais, j'ai quelques trucs en tête. De la vie, virgule, de l'amour. De la vie, de l'amour. On va essayer de mettre la vie partout. Eh bien, merci beaucoup Thierry pour cet enregistrement. Merci à toi Géraldine, merci infiniment. J'ai hâte de découvrir tes prochains projets. Nous aussi. Handicap et cinéma est une production Planète Projet avec le soutien de Podcastix et de Podcast Factory.org. L'identité visuelle a été créée par Séverine Berthe en collaboration avec les étudiants de l'ESDAC et la musique composée par Charles Michel. Cet épisode a été enregistré avec Thierry Jourdan au Ciné-Planète de Salon de Provence. Retrouvez les ressources citées ainsi que la transcription complète de l'épisode dans la description. Vous y trouverez le lien si vous souhaitez faire un don à la Fondation Frédéric Gaillan. Vous y retrouverez toutes les dates de la programmation de La vie de Lise. Si vous êtes enseignant ou représentant d'une association, n'hésitez pas à contacter votre cinéma de proximité pour lui suggérer une programmation en séance tout public ou en scolaire. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et laissez 5 étoiles. Alors, prêt à faire bouger les lignes pour plus d'inclusion dans le cinéma ? Cap ou pas cap ?